Alors, c'est vrai que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ce sont des pièces qui traduisent les espérances, les idées, les attentes de cette population à la fin du XVIIIe, mais les attentes, elles peuvent être variées en fonction du camp dans lequel on est ou de ses idées, et parfois cela se traduit sur faïence. Alors on a bien vu que le roi était présent, puisque c'est lui, dans un premier temps, qui coordonne en quelque sorte la mise en place des États généraux. C'est lui qui est le chef de l'État, le roi dont on ne remet pas en cause le pouvoir. Mais c'est l'occasion pour certains d'affirmer plus clairement l'adhésion effectivement au roi, on le voit bien ici, vive le roi, donc ce qui n'est pas, on va dire, une déclaration anodine. Donc vous avez le symbole VLR avec les trois ordres, cette fois-ci ce n'est plus la bêche mais c'est la charrue. On le retrouve ici, alors cette fois-ci d'opposition, avec cette formule dans un cartouche rocaille, le tiers nuit. Donc on a un discours qui est relativement clair. Cette petite assiette qui est tout à fait intéressante, que l'on évoque souvent comme étant le banquet des gardes à l'Opéra Royal en début octobre 1789. Il faut savoir qu'à l'Opéra à Versailles, donc, vous avez une fête qui est donnée à l'occasion de gardes étrangers et qui sont donnés par la garde royale du roi. Le roi, d'ailleurs, il fait un passage court et à ce moment-là, on va chanter des hymnes en quelque sorte à la gloire du roi et on va, d'après effectivement les documents que l'on possède, fouler la cocarde au pied, va réapparaître la cocarde blanche, etc. Et on voit bien donc le rideau de l'opéra qui est parti dans la partie supérieure, les épées qui défendent le pouvoir royal. Donc on a ici une symbolique qu'on retrouve de manière, on va dire, condensée, qu'on retrouve dans l'esprit sur les gravures. Alors c'est un épisode important puisque Danton va s'en emparer, Marat va s'en emparer et on est au début des journées d'octobre où, vous le savez, la population parisienne va aussi aller chercher le roi à Versailles pour le ramener aux Tuileries. Alors les oppositions, vous les voyez ici présentes, le malheur nous réunit. Alors on se moque ici d'une certaine manière des ordres privilégiés qui ont perdu, comme le montre symboliquement ce petit paysan qui pèse de tout son poids sur la balance, parce que sans doute à l'Assemblée, eh bien cette fois-ci, ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient, et puis parce qu'ils ont réussi à mettre en place une Assemblée nationale et une Assemblée constituante. Les oppositions se manifestent avec le martèlement des pièces. Alors, ce bouillon, vous voyez, ça correspond, si vous voulez, aujourd'hui, on peut manger sa soupe soit dans une assiette creuse ou dans un bol. Et bien là, vous avez un bouillon individuel dans lequel, effectivement, on peut prendre son potage. Et le discours « Vive la nation, la loi », eh bien, il a été martelé dans la partie inférieure où on avait sans doute notre bon roi, comme vous l'avez vu précédemment. Ces pièces-là, elles font partie d'un service parce qu'on en connaît d'autres. On connaît un plat ovale, on connaît un bas de terrine où le martèlement de la pièce est similaire. Et puis des pièces tout à fait intéressantes, qui restent encore pour certaines mystérieuses. Mais l'interprétation qui peut en être faite, donc là vous avez la bêche qui domine, on va dire, un médaillon, où vous avez un rébus, donc on était friand de rébus à l'époque, il faut céder. Donc comment est-ce qu'il faut le comprendre? Alors on peut le comprendre, est-ce qu'il faut céder dans le sens de s'entraider, ou est-ce qu'il faut céder dans le sens de abdiquer? Donc là, pour moi, il me semble effectivement qu'il faut céder, c'est-à-dire qu'il faut faire l'union effectivement de toutes les catégories de population de la société. Et puis la pièce qui est souvent appelée la fessée patriotique, elle est sans doute l'évocation de deux épisodes. Le premier, c'est la fessée reçue par Thérouanne de Méricourt, qui était une femme donc, qui a suivi les débats à l'Assemblée. Et au moment de la crise entre les Girondins et les Montagnards, elle va être attrapée par des femmes qui soutenaient les Montagnards, des femmes sans culottes, et qui vont donc dénuder Thérouanne de Méricourt et lui mettre la fessée en public. Et d'ailleurs, Marat intervient lors de cet événement. Alors ça, c'est la première hypothèse. Moi, il me semble que c'est davantage la fessée patriotique qui correspond de manière simplifiée, c'est-à-dire épurée, au décor que l'on retrouve sur les gravures, où l'on voit
donc, qui font allusion aux des événements d'avril 1791 et qui ont eu lieu effectivement dans plusieurs couvents parisiens où des femmes, donc des parisiennes, sont allées dans les couvents pour dénuder des sœurs qui n'acceptaient pas la constitution civile du clergé, c'est-à-dire que le clergé devait prêter serment sur la Constitution, ce que feront 50% effectivement des membres du clergé, en revanche très peu d'évêques, mais la majorité, presque la majorité des membres du clergé. Et donc pour protester contre le fait qu'elles ne veuillent pas faire appel à des prêtres jureurs, mais elles font appel à des prêtres réfractaires, eh bien elles vont les fesser. Et c'est ce que montrent très bien les gravures, où on voit des femmes qui fessent des démoniales. Alors là, c'est sans doute aussi de l'humour anticlérical qui est véhiculé par la faïence. Alors, à travers la faïence, eh bien, on met en valeur justement ces prêtres jureurs. Donc, vous voyez, elle est porteuse d'un discours, c'est-à-dire le discours officiel où vous avez le prêtre ici qui accepte de soutenir de tout son pouvoir la constitution civile donc, du clergé, ou celui-ci qui carrément, vous voyez, en chair, annonce le bonheur de la France. Alors, le clergé, au mois de décembre 1789 et dans le courant de l'année 1790, eh bien, on va confisquer les biens du clergé. L'objectif, c'est de rembourser en partie ou totalement la dette de l'État. Et c'est pour ça que ça va devenir le trésor national, d'où le calice et la bourse, d'où sortent des pièces de monnaie. Vous retrouvez bien la crosse de l'évêque ou la croix archiépiscopale pour montrer que cette richesse religieuse, c'est notre trésor national qui va permettre de rembourser la dette de l'État grâce à la mise en place par la Caisse de l'extraordinaire des assignats que les acheteurs de biens nationaux doivent se procurer avant, ce qui permet au Trésor public d'avoir de l'argent rapidement, et donc d'où la présence de ces assignats. Voilà, on continue dans le thème de la symbolique, et si vous voulez bien, moi, on va parler des uniformes, parce que pour moi, ça symbolisait le nouvel État aussi, non, finalement, on commençait à avoir son armée ou des choses comme ça. Voilà, effectivement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez dans ces deux étagères, en quelque sorte, vous avez la représentation de la garde nationale. La garde nationale, ou le garde national, devient le modèle du nouveau citoyen, c'est-à-dire celui qui veille sur la liberté, qui veille sur la révolution qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'on l'a souvent en position de faction, tenant son fusil ou son sabre. Il représente les différents régiments, et puis on a une certaine authenticité, une certaine rigueur, on va dire, décorative, puisque le peintre reprend l'uniforme du garde national avec sa culotte blanche, le passepoil rouge, l'avêtement, parfois les épaulettes, etc. Donc il y a véritablement une rigueur, et puis parfois aussi l'évocation donc de symboles, puisque le moment important de la garde nationale, en dehors de sa création après, on va dire, la prise de la Bastille, ça va être la fête de la Fédération, où il va jouer un rôle essentiel. Alors on n'a pas sur la faïence d'évocation, on va dire, qui retrace le récit de la fête de la Fédération. Mais en revanche, on a le symbole ici avec cette tente, puisqu'elle représente la tente où était le roi, la famille royale, les membres du gouvernement, qui suivaient la fête de la Fédération. Au centre, il y avait l'hôtel de la Patrie, et de l'autre côté donc, du Champ de Mars, il y avait donc un arc qui fermait effectivement cette partie-là. Donc là, c'est le symbole de la fête de la Fédération qui est porteuse aussi d'espoir. Voilà. Et on commence à voir aussi apparaître les paroles de la fameuse chanson révolutionnaire, on va dire. Voilà, alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand on a évoqué le chanton La Carmagnole, qui apparaît surtout à partir de 1792, eh bien, au mois de juin 1790, au moment de la réalisation des travaux sur le Champ de Mars, pour la fête de la Fédération, eh bien, vous avez le Assaïra qui apparaît, et vous voyez qu'ici, il est décliné de manière différente sur des assiettes, où Assaïra, mais on vante quand même la nécessité de défendre les idées de liberté, puis avec ce canon et puis ce bonnet de la liberté qui le surmonte, ou ici l'idée de liberté, vive la liberté et Assaïra. Voilà, et là, c'est la dernière partie de l'exposition, mais je la trouve passionnante. Là aussi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir comme pièce ?
Alors, à la fin, pour clôturer, même si on n'est pas véritablement sur une chronologie, parce qu'on ne termine pas en 1794, on a mis les espérances qui sont véhiculées par les différents régimes politiques. Le roi, quand il commence en quelque sorte son discours, et même quand il convoque les États généraux et quand il commence son discours sur le 5 mai 1789, il parle du bonheur de ses citoyens, c'est-à-dire qu'il souhaite le bonheur de ses citoyens. La République, et encore aujourd'hui, le président de la République et les présidents de la République précédents, qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est le bonheur de tous les citoyens. Et ce bonheur, donc en 1789, 90, 91, 92, il est fortement lié aussi à l'agriculture. C'est-à-dire que les approvisionnements en blé, la circulation des grains est véritablement essentielle au peuple français parce que c'est l'assurance, un peuple qui mange à sa faim, c'est un peuple qui est effectivement heureux et qui ne se révolte pas. Alors on sait bien le rôle qu'ont joué effectivement pendant la Révolution de ces émeutes populaires. Parce qu'à la fois vous avez ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est les bouleversements législatifs avec quelques événements d'émeutes populaires comme la prise de la Bastille qui traduisent une véritable peur. Mais il y a aussi toutes les émeutes populaires liées au manque de nourriture. C'est pour ça que l'agriculture, c'est l'un des seuls thèmes avec l'abondance, mais fortement lié à l'agriculture, comme vous le voyez représenté ici avec cette gerbe de blé, qui représente, alors certes, le tiers-état, mais c'est aussi le fruit du travail du tiers-état, le fruit du travail du paysan, c'est-à-dire la production agricole. L'agriculture n'est pas seulement une question simplement agricole, c'est une question économique, politique et sociale. Alors, eh bien, bien évidemment, ce à quoi aspirent les Français, après ces moments de tension, parfois ces moments de division, eh bien, ils souhaitent une société qui soit unie, une société qui soit en paix, comme on le montre avec cette assiette où vous avez l'autel de la paix. Je désire y arriver. Et vous voyez bien qu'il désire y arriver, il n'y est pas encore. Ce qui montre bien que, d'une certaine manière, le chemin n'est pas forcément si simple que cela. Alors, cette pièce-là qui peut dater des années 1792, 1793, mais ce désir de paix et de concorde, il est déjà présent avec le roi. Et c'est ça qui est fou, c'est cette envie d'apaisement, j'ai l'impression qu'on voit à travers les messages. Eh ben, que ça se calme, non? Je ne sais pas. Oui, mais je pense que ce désir d'apaisement, de vivre en paix, on le retrouve en 1789, mais on le retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un désir qui est commun à toutes les populations. Alors peut-être que ce désir et cette paix va arriver avec la République, c'est pas sûr encore, puisqu'il y aura encore la guerre, et la République, elle arrive avec la déclaration, donc après, on va dire, la prise des Tuileries le 10 août 1792, le lendemain de la bataille de Valmy, eh bien, vous avez la proclamation de la République. À partir de là, on va changer effectivement le calendrier grégorien et on va passer à un calendrier républicain où les années seront datées à partir justement effectivement du mois de septembre 1792. C'est ce que vous avez de mentionner sur cette assiette. Là, on vante encore la République. Et puis, cette République, elle est affirmée clairement sur cette pièce de Lunéville, où vous avez « Vive la République française ». On retrouve le monogramme que vous avez encore aujourd'hui sur le site de l'Élysée, avec au centre le faisceau de licteurs. Faisceau de licteurs, c'est ce qui était porté donc par les Romains, par quelques magistrats romains, avant des procès, et qui sont un symbole donc d'autorité, symbole de justice, mais aussi symbole d'unité, parce que ce sont des verges qui sont rassemblées par une lanière de cuir. Et le bonheur de la République, eh bien, c'est le souhait qui est évoqué ici, que tout le monde attend, et le citoyen garde national, c'est lui qui est l'un des acteurs essentiels qui va peut-être apporter ce bonheur de la République. Voilà, on arrive au terme de cette visite, mais je voulais vraiment conclure parce que vous le dites, ça s'arrête à 1792, 1793, 94, on sait aussi ce qui s'est passé, et il y a peu de pièces ou pas de pièces alors sur ce thème? Alors,
Même si ce sont des pièces qui peuvent accueillir parfois lors de repas de pièces de viande, alors saignantes, vous le voyez bien, il n'y a pas de décor à la guillotine. L'évocation, on évoque les antagonismes, on évoque les oppositions, mais on n'évoque pas les tensions, on n'évoque pas la terreur. Si par hasard vous entendez parler d'assiettes à la guillotine, c'est qu'elles sont du 19e siècle, ou elles sont de la période de la commémoration effectivement de la Révolution, donc de 1889. On est sur un discours, la faïence c'est véritablement un discours, mais qui porte à la fois les espérances, les espoirs, les évolutions de la société, et qui va aider à diffuser ces espoirs, ce discours, avec ces idées nouvelles de liberté et d'égalité. Ce n'est pas un discours violent qui est diffusé par la faïence. Voilà. Toute dernière remarque, donc je rappelle, on est à Sainte-Menehould, si je ne me trompe pas. L'exposition temporaire, c'est jusque quand et à quel endroit, s'il vous plaît? Alors, l'exposition temporaire « La faïence révolutionnaire nous conte l'histoire » se déroule donc au musée d'art et d'histoire de Sainte-Menehould, ou Sainte-Menehould, ou Menou, comme vous voulez, jusqu'au 17 novembre de cette année. Alors, je tiens à rappeler que c'est une collection de faïences privée qui est léguée au musée d'art et d'histoire de Sainte-Menehould par monsieur et madame Ménard. Donc c'est une occasion unique, dans un premier temps, de voir cette collection, puisque par la suite, elle sera remballée pour être présentée en partie dans des pièces, donc ultérieurement, une fois que le legs sera finalisé, dans les pièces du musée, où vous en verrez donc dans quelques années donc 140. Aujourd'hui, vous en avez 240 sur 600 qui sont présentés. Voilà, et moi je pense que c'est vraiment une exposition importante. Encore une fois, on se promène dans l'histoire de France, c'est une des parties les plus passionnantes. Oui, exactement, c'est une partie passionnante et on sait très bien, et on le voit bien en regardant l'actualité, qu'elle a encore beaucoup d'écho aujourd'hui dans la vie de tous les jours.